Donc, j'ai intitulé la présentation Vivre avec l'arthrite, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais vous donner un peu un survol de qu'est-ce qu'on voit en rhumatologie, les dernières tendances en termes d'arthrite inflammatoire, puis un peu où à mes études postdoctorales, puis ma pratique à Sherbrooke m'a amené, puis un peu qu'est-ce qu'on a contribué pour ces patients-là qui souvent vont être en souffrance longtemps pendant leur vie. Donc, on va un petit peu repenser c'est quoi l'arthrite rhumatoïde. On va parler un petit peu du rôle de lymphocyte B parce que c'est des joueurs importants dans les arthrites inflammatoires. Puis on va parler des mécanismes de dérégulation immunitaire, puis comment ça mène à l'arthrite et à la douleur. Donc, on va commencer par parler un peu d'arthrite rhumatoïde, pathophysiologie, un peu du diagnostic. Donc, en fait, l'arthrite rhumatoïde, c'est 1% de la population nord-américaine. Donc, si vous pensez à ça, vous allez dans n'importe quelle école primaire, vous allez avoir une dizaine de personnes qui, au cours de leur vie, vont finir par développer l'arthrite rhumatoïde. C'est comme une dominance auprès des femmes, donc c'est 2 tiers qui vont être des femmes. Puis c'est des maladies qui vont à la fois avoir des manifestations qui vont s'apparenter à l'auto-inflammation puis à l'auto-immunité. On va voir les deux qui vont marcher main dans la main. Je pense que c'est important de comprendre ça pour comprendre comment on traite les patients, puis où sont nos lacunes en termes de compréhension des mécanismes qui amènent la douleur et l'inflammation chez ces patients-là. Donc, pour mettre tout le monde un peu sur le même pied d'égalité, quand on parle d'auto-immunité, pourquoi on dit que dans l'arthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune? Mais premièrement, on a une implication de notre immunité adaptative. On sait que c'est des maladies qui sont associées à certains complexes d'histocompatibilité majeurs. Il y a la production d'anticorps. Puis on a quelque chose qui s'appelle le shared epitope ou l'épitope commun, en fait, où c'est une conformation du complexe d'histocompatibilité majeure qui permettrait de présenter des peptides arthritogéniques de façon préférentielle. Puis quand on traite les patients avec arthrite rhumatoïde, quand ils ont des crises d'arthrite, on peut les traiter avec des thérapies qui vont neutraliser les lymphocytes B ou qui vont bloquer les molécules de co-stimulation qui vont bloquer l'activation des lymphocytes T. Donc vraiment, si on bloque notre immunité adaptative, on peut améliorer le devenir de ces patients-là. Mais d'autre part, il y a une composante souvent d'auto-inflammation qui se cache à travers ces maladies-là. Donc, en fait, on a des maladies, des arthrites rhumatoïdes qui vont se présenter avec beaucoup de caractéristiques de ce qu'on appelle les syndromes auto-inflammatoires, qui sont des syndromes dans lesquels on a une dérégulation de notre immunité innée qui crée de l'inflammation puis de la douleur de façon inappropriée. Puis les évidences pour aller vers ça, les manifestations cliniques qui ressemblent beaucoup, où on parle d'inflammation autour des poumons, d'aphte buccale et de fièvre qui accompagnent les poussées d'arthrite. On a des cytokines qui sont beaucoup plus associées à l'immunité innée qu'adaptative qu'on peut retrouver, par exemple l'interleukine 1, 6 et le TNF. On va voir des patients qui vont vraiment avoir des crises très aiguës sur 24-48 heures. Puis une des choses qu'il faut réaliser, c'est qu'activer notre immunité adaptative, en fait, c'est plus de 7 à 14 jours. Quand on vaccine quelqu'un, il n'y a pas des anticorps le lendemain matin, mais l'immunité innée, mais ça marche dans les minutes, dans les heures après. Donc, quelque chose qui dure pour 24 heures, habituellement, c'est l'immunité innée qui est activée. Puis, on a des traitements, par exemple les anti-IL-1 ou la colchicine qui va bloquer les neutrophiles, qui peuvent améliorer les patients avec arthrite rhumatoïde. D'autre part, quand on plonge dans la génétique de ces maladies-là, sans réviser tous les facteurs de risque, ici, j'en surlignerai deux que j'ai encadrés. Donc, d'un côté, on a le HLA-DR vers le centre, qui est définitivement associé à notre immunité adaptative. Mais de l'autre côté, on a le CSF2, qui est une molécule qui est responsable de la différenciation puis des fonctions des granulocytes et des macrophages. Donc, des molécules qui sont plus associées à notre immunité innée. Puis on a les deux qui jouent un peu main dans la main pour avoir nos syndromes cliniques. Donc maintenant qu'on a dit qu'on avait un peu d'auto-inflammation puis de l'auto-immunité dans ces maladies-là, en fait, qu'est-ce qu'on voit en clinique? C'est qu'il y a des personnes qui se sont penchées puis ont regardé toutes les personnes qui se présentent avec arthrite rhumatoïde, qu'est-ce qu'elles ont, ces personnes-là. Puis quand on regarde, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'auto-inflammation, il y a des personnes qui ont un mix, il y a des personnes qui sont purement auto-immunes.
Puis, dans le purement auto-immun, on prend ici l'exemple de l'haploïnsuffisance en CTLA4, qui est une mutation où on perd une de nos deux copies pour le CTLA4. Puis, le CTLA4, en fait, c'est exprimé par les lymphocytes T régulateurs. Puis, quand on perd ça, bien, on perd le contrôle sur notre immunité adaptative. Ici, c'est juste une image pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le CTLA4 est responsable d'arracher le CD80-86 des cellules présentatrices d'antigènes. Puis après ça, ces cellules-là peuvent plus être efficaces, ne peuvent plus activer d'autres cellules. Donc, dans cette visée-là, l'aploïnsuffisance en CTLA4 à la base, c'était décrit comme une immunodéficience, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on s'est aperçu dans les dernières années, puis qu'on va essayer de faire honneur ici, c'est que beaucoup de ces maladies-là, qui ont peut-être une petite composante d'immunodéficience, mais ils ont beaucoup d'auto-immunité, puis c'est pour ça qu'on a changé de nom pour les erreurs innées de l'immunité. C'est un petit peu ce qu'on voit ici. Donc, si on révise un petit peu ça, tout part avec un système immunitaire inné, responsable de reconnaître des patrons, des molécules, créer de l'inflammation. Puis après ça, on a notre immunité adaptative, qui va gérer les anticorps de la mémoire. Ces deux systèmes-là jouent main dans la main. Et le poisson que vous pouvez voir ici, en fait, c'est ces fameux poissons sans mâchoire, qui ont un peu la jonction de notre immunité adaptative et innée en termes d'évolution. Maintenant, je prendrai 2 secondes pour vous faire réfléchir un peu à ce qui se passe dans nos patients quand on a des problèmes au niveau du système immunitaire. Donc, première des choses, si on a une perte de reconnaissance entre le soi et le non-soi ou une réponse exagérée contre des antigènes extérieurs, on va avoir l'auto-immunité et les allergies. Si on a une activation plutôt inappropriée des mécanismes antigènes dépendants, on va avoir les mécanismes de l'inflammation qui vont être surreprésentés, on va avoir des atteintes auto-inflammatoires. Puis si on a tout ça qui est en branle, puis on a une polarisation inappropriée de notre système immunitaire, puis on va avoir une immunodéficience relative qui va se développer. Donc, nos patients oscillent souvent un peu au ping-pong entre ces trois azimuts-là avec leur maladie, où ils vont avoir l'inflammation, l'auto-immunité, puis l'immunodéficience qui vont se combiner dans la même personne. Donc, d'après vous, peut-être une question pour les personnes qui vont tomber en postprandial avec le repas, on a combien de nouvelles erreurs innées de l'immunité qui ont été découvertes dans les 2 dernières années? Vous pouvez répondre dans votre tête, mais on en a à peu près 100. Donc, en fait, ce que je veux vous faire réaliser ici, vous voyez la courbe, hein, c'est qu'il y a vraiment une explosion de nos nouveaux syndromes. Puis ce qu'on appelait arthrite rhumatoïde avant, c'est probablement vraiment une mosaïque de plusieurs autres maladies qu'on est après se réapprivoiser, puis rediviser, puis ça change potentiellement qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là, comment ils vont se comporter, comment ils vont avoir leur arthrite, puis comment ils vont déformer leur articulation. Puis vraiment, qu'est-ce qui a changé ça? En fait, c'est maintenant, c'est le fait qu'on a accès au whole exome sequencing. Donc, si on est capable de séquencer tous les exomes de nos patients, on est capable de trouver des mutations qu'on n'avait pas anticipées, puis on est capable de voir des associations avec nos maladies à des endroits où on ne pensait pas avant. Donc, maintenant qu'on a des patients bien sélectionnés, on est capable de trouver des mutations dans probablement 30 à 40 de nos patients. Puis quand on a ces mutations-là, bien, on change comment on les traite. Peut-être un des caveats ou peut-être un des downsides de ça, en fait, c'est si on regarde les personnes qui arrivent en rhumatologie aujourd'hui, qui ont ces fameuses erreurs innées de l'immunité-là. Si je vous ai juste coupé une petite diapositive, mais pour vous montrer, en fait, qu'on a tout plein qui sont étiquetés avec d'autres maladies, parce que si on revient au tableau que je vous avais montré, il y a 10 ans, ces maladies-là n'étaient pas connues. Donc, on a fait ce qu'on pouvait à ce moment-là, on leur a donné une autre étiquette d'une autre maladie. Donc, on a beaucoup de déconstruction à faire chez ces patients-là qui ont peut-être été traités de façon sous-optimale parce qu'on avait associé, on avait pensé que c'était une autre maladie. Puis on a environ 20 des patients en tout et partout avec des erreurs innées de l'immunité qui vont présenter des arthrites inflammatoires. Donc, c'est vraiment pas rare qu'on voit ça chez nos patients. Donc maintenant, je vais vous raconter une petite histoire juste pour mettre vous savez, pour mettre les choses, pour que vous compreniez un peu qu'est-ce qu'on voit. Donc en fait, ici, c'est une femme de 34 ans que j'ai suivie pendant un certain laps de temps pour une arthrite rhumatoïde qui était réfractaire au traitement. Puis elle avait vraiment une arthrite qu'on dit rhumatoïde, les petites articulations distales. Elle avait une entérite lymphocytaire. Elle avait une baisse de ses plaquettes depuis l'initiation de son traitement. Il y a une petite irritation de son foie qui se traduisait par une augmentation de ses enzymes hépatiques, son ALT qui était 2 fois la normale. Une dame qui avait été traitée avec du méthotrexate, sulfasalazine, des traitements de base,
Ici, j'ai pas mis, elle avait aussi eu de l'hydroxychloroquine, mais elle avait fait une réaction allergique. Donc, on l'avait suspendue, puis elle avait été mise sous anti-TNF, étant donné qu'elle ne répondait pas au traitement. Puis quand on l'a mis sous anti-TNF, qui est peut-être un petit peu plus puissant en termes d'action immunomodulatrice, ben, commençait à faire beaucoup d'infections. Raison pour laquelle on l'a mis sous étanercept, qui est un immunomodulateur, mais qu'on peut donner 2 fois par semaine, donc il dure beaucoup moins longtemps. Donc, quand on a une infection, on peut l'ôter plus rapidement. Puis vous pouvez voir ici son poumon qui était vraiment après avoir des dommages inflammatoires. Donc, est-ce que c'est un tableau typique d'arthrite rhumatoïde? Oui, non. Est-ce que ça pourrait être une erreur innée de l'immunité ou est-ce que vous donnez votre langue au chat, comme on dit en français? Puis vous pouvez voir mes chats que je n'hésite pas à plugger dans toutes mes présentations. Donc, en fait, vous pouvez répondre dans votre tête, mais ici, je pense qu'il faut rester vigilant. Ça ressemble à une arthrite rhumatoïde. Mais des infections par-dessus, ça peut arriver, mais c'est pas si fréquent. Puis on commence à avoir d'autres atteintes qu'il faut commencer à réfléchir. Si on regarde ses anticorps qu'il est capable de produire dans son sang, puis on voit ses IgG qui sont baissés, les autres sont normales. Donc on commence à avoir un petit désordre immunitaire. Il ne remplit pas les critères pour une immunodéficience comme une variable ici, mais quand même, on a un indice qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc je pense qu'on pourrait dire anormal, mais ça pourrait être. Puis en fait, cette dame-là, en fait, quand on a séquencé, mais qu'est-ce qu'on a trouvé? Plusieurs choses. On lui a trouvé une mutation qui tronquait son CTLA4. C'est une dame qui avait une pauvre réponse vaccinale. Donc, quand on la vaccine, on n'est pas capable d'activer son système immunitaire de façon normale pour produire des anticorps. Puis, elle avait deux choses. Peut-être que ça va parler peut-être un peu plus aux immunologues dans la salle s'il y en a. Mais en fait, elle avait un bloc dans son développement des lymphocytes B, puis elle avait ce qu'on appelle un RO shift. Donc, elle avait tous ces lymphocytes T, CD4 qui avaient un marqueur de surface qui s'appelle le RO, qui est un marqueur d'activation, que c'est des cellules effectrices. Donc, vraiment une grosse activation immunitaire inappropriée chez cette dame-là. Puis elle a deux fils. Les deux fils, en fait, ont la même mutation, mais pour l'instant, aucune manifestation auto-immune, pas de douleur, pas d'arthrite, mais ont déjà des mauvaises réponses vaccinales, puis on voit que leur système immunitaire se comporte de façon anormale. Donc, pour cette dame-là, en fait, on lui a mis des immunoglobulines intraveineuses pour ses infections, puis on l'a mis sur un médicament qui s'appelle l'abatacept, qui est un traitement qu'on utilise dans les arthrites rhumatoïdes, mais ici, c'est un traitement, en fait, qui est du CTLA4 IG. Donc, en fait, on redonne un peu au système la molécule qui est déficiente. Puis avec ça, ça a permis d'avoir une bonne évolution de la dame, puis on fait un suivi clinique de ses enfants. Mais pour nous, ça implique quelques questions additionnelles. Donc, première des choses, ça veut nous dire que à partir d'une seule mutation ponctuelle dans notre génome, on peut développer un tableau complet d'arthrite rhumatoïde. Donc, il y a des modèles génétiques d'arthrite rhumatoïde qu'on peut étudier pour comprendre qu'est-ce qui se passe chez ces patients-là, potentiellement qu'on a quelque chose qu'on pourrait faire. Parce qu'on a tendance à dire que c'est des maladies polygéniques, puis on n'a aucun modèle de souris qui récapitule nos phénotypes complets. Même tous les modèles que vous avez peut-être entendu parler, les souris immunisées avec le collagène, et ainsi de suite. Ça ressemble beaucoup plus à des arthrites réactives qu'à des arthrites rhumatoïdes en termes rhumatologiques. Donc, peut-être qu'on aurait quelque chose de plus ici à avoir. L'autre chose, en fait, qui est un peu aussi surprenant, en fait, c'est comment ça se fait que si on perd notre CTLA4, qui est seulement sur nos lymphocytes T, nos lymphocytes B arrêtent de se différencier de façon appropriée. C'est une question qui est encore plus importante du fait que chez les souris, pour la même mutation, en fait, les souris n'ont pas de problème dans le développement de leur lymphocyte B, donc ça semble être quelque chose qui est vraiment humain-centrique. Ce problème-là qu'on observe, c'est pas quelque chose qu'on reconnaît chez les souris, malgré tous les modèles de souris appelons insuffisante en CTLA4 qui existent. Donc, là, je vous parle d'un cas très spécifique d'arthrite rhumatoïde, vous allez me dire, dans lequel on a une mutation qui engendre notre phénotype. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est si on regarde nos formes qu'on va appeler polygéniques, les patients qu'on n'a pas nécessairement trouvé une mutation, bien, il y a quand même une grande partie qui vont perdre leur lymphocyte B de la même façon à ce qu'on observe chez nos patients avec une haploïnsuffisance en CTLA4. Puis ici, c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'illustrer. Vous voyez dans l'encadré rouge en bas, en fait, c'est de la cytométrie de flux. Puis on est supposé avoir une population de cellules ici qu'on a complètement perdu chez nos patients qui sont atteints d'arthrite rhumatoïde. Donc, dans l'arthrite rhumatoïde standard, bien, on a également une perte de ces lymphocytes-là, puis on ne sait pas pourquoi.
Donc, on s'est demandé dans mon laboratoire un peu, est-ce qu'on était capable d'étudier ça? Puis en fait, j'ai dit dans mon laboratoire, mais abus de langage, quand j'étais en postdoc dans le laboratoire de Shift Pillay. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on est capable de trouver qu'est-ce qui se passe chez ces cellules-là, qu'est-ce qui se passe chez les patients, puis où la maturation est bloquée. Donc, si vous voyez, on a plein d'étapes de développement lymphocytaire B, mais on ne savait même pas où le problème était quand on a commencé le projet. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris des patients avec une haploïnsuffisance en CTLA4, puis on a fait une immunophénotype de leur sang périphérique. On a fait de la cytométrie de flux, puis on a regardé quels lymphocytes B sont présents, puis quels lymphocytes T sont absents. Puis en fait, qu'est-ce qui se passe? On a essayé de le faire un peu de façon chronologique ici, dans la façon dont les lymphocytes se différencient, mais qu'est-ce que vous pouvez voir? Donc, c'est qu'on a, si vous regardez dans le panel A en haut, donc tout ce qui est CD27 positif, toute la mémoire immunologique, on n'en a pas. Donc, le blocage est avant ça. Si on prend les cellules naïves, puis on va au panel B, puis on regarde dans les cellules naïves où se provoque disons, le bloc, mais en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est les fameuses cellules folliculaires qui sont ici FO, qui sont vraiment les cellules qui sont diminuées en très, très grande quantité dans nos patients avec une haploïnsuffisance en CTLA4. Toutes les cellules avant, les cellules transitionnelles, sont présentes. Puis si on regarde la quantification ici sur nos patients, on voit vraiment que c'est les cellules folliculaires qui sont vraiment baissées chez nos patients avec une haploïnsuffisance en CTLA4. On était capable de confirmer que c'est quelque chose qui dépendait vraiment de la force avec laquelle notre CTLA4 était endommagé ou moins efficace. Puis ici, une étude qui peut être un peu compliquée, mais quand même, vous allez être capable de comprendre simplement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que, comme je vous ai mentionné, le CTLA4 va arracher le CD80 sur les cellules présentatrices d'antigènes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On avait des fibroblastes qui avaient un CD80 et un GFP, puis on mettait nos cellules régulatrices par-dessus. On les laissait incuber ensemble, puis après ça, on faisait la cytométrie des cellules régulatrices. Puis en fait, si une cellule régulatrice est capable de faire son effet, bien, elle va avoir arraché les CD80, puis en arrachant les CD80, bien, elle va avoir gagné du GFP. Donc, on va être capable de voir que les cellules sont devenues fluorescentes, ce qui ne sont pas à la base. Puis c'est ici un petit peu qu'est-ce qu'on montre dans le tableau, où si on prend les cellules qui sont FOXP3 positives, donc c'est classiquement nos lymphocytes T régulateurs, puis on regarde leur expression de CTLA4 et leur expression de GFP. Donc, on avait plusieurs cas de figure. Il y a des patients qui avaient tout simplement des mutations qui bloquaient le CTLA4, donc il y en avait beaucoup moins. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on était vraiment intéressé, c'est de voir à quel point ils sont capables d'arracher le CD80 de nos fibroblastes. Puis ici, vous pouvez voir un exemple dans lequel les cellules du patient sont absolument incapables d'arrêter ou très, très peu capables d'arracher les cellules, le CD80 GFP de nos fibroblastes. Puis qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a quantifié la capacité des patients avec les différentes mutations à arracher le CD80 GFP en fonction de à quel point on avait un bloc dans la différenciation des lymphocytes B. Il semble quand même avoir une certaine corrélation. Donc, moins on a de fonctions de transendocytose, moins on est capable d'arracher, mais plus on va avoir un bloc dans les fonctions lymphocytaires. Par la suite, on s'est plongé, on s'est OK. Donc, le problème doit être quelque part sur les lymphocytes T, parce que c'est seulement les lymphocytes T qui expriment le CTLA4. Donc, on s'est mis à questionner qu'est-ce qui se passe chez les lymphocytes T de nos patients avec une haploïnsuffisance en CTLA4. Qu'est-ce que vous pouvez voir ici? C'est qu'on a fait un zoom sur, sur nos lymphocytes T régulateurs, puis exactement comme on a dans la littérature, en fait, les patients avec une haploïnsuffisance en CTLA4 vont avoir plus de lymphocytes T régulateurs, mais ces lymphocytes T régulateurs-là sont inefficaces. Donc, on a un phénotype similaire à ce qui a déjà été décrit chez nos patients. Par contre, une des choses qui était intéressante, c'est que les lymphocytes T effecteurs de patients avec CTLA4 expriment plus de CD40 ligands. Puis pour ceux qui ne se souviennent pas, les CD40 ligands, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Mais en fait, ça active les lymphocytes B, puis ça leur permet de faire la commutation isotypique. Donc en fait, c'est un des cofacteurs qui va activer nos lymphocytes B. Puis les lymphocytes T chez nos patients ben, ont beaucoup de CD40 ligands. Maintenant, on a été un petit peu plus loin sur notre compartiment naïf, puis on a fait du single-cell RNA-seq, puis on a voulu, ici, je vous présente cette donnée-là, juste en réponse à une question qu'on se fait toujours demander. Donc, quand on fait la cytométrie de flux,
en fait, on voit les protéines à la surface des cellules, puis on dit, OK, ça arrête ici parce qu'il manque tel marqueur. Mais une question qu'on se fait demander, c'est, OK, est-ce que les cellules ont tout simplement perdu un marqueur ou ont vraiment complètement changé qui elles étaient? Est-ce qu'elles ont une autre identité? Ici, c'est juste un examen par single-cell RNA-seq pour confirmer, en fait, qu'on a vraiment moins de cellules folliculaires, on a beaucoup plus de cellules transitionnelles, puis de lymphocytes T, pas de lymphocytes, de lymphocytes B qui sont activés de façon prématurée. Donc, c'est ce qu'on observe ici. Donc, vous voyez la barre qui est un peu plus en ocre, c'est nos lymphocytes folliculaires. En vert, c'est nos cellules transitionnelles. Puis en bleu, ce qu'on a à peu près pas chez nos contrôles, en fait, c'est des lymphocytes B qui sont activés de façon prématurée. Donc, on voit déjà que nos lymphocytes s'activent de façon prématurée, on a plus de cellules transitionnelles, puis qu'on a moins de cellules folliculaires au niveau transcriptomique, on pose l'identité de nos cellules. Puis une autre chose qui est sortie vraiment de façon, euh, disons, proéminente, en fait, c'est que nos cellules, nos lymphocytes B, avaient un métabolisme qui était plus actif que ce qu'on se serait attendu en termes de phosphorylation oxydative, puis en termes de mTOR, qui est un autre switch moléculaire qui contrôle l'activité métabolique de nos cellules. Ça nous a fait penser à quelque chose. On est revenu un petit peu en arrière, puis en fait, notre groupe avait décrit il y a quelques années, en fait, que si on n'est pas capable de, d'en réguler notre activation de mTOR, mais en fait, nos cellules transitionnelles ne seraient plus capables de se maturer en cellules folliculaires. Puis ici, c'est ce que je vous montre. En fait, c'est une autre condition génétique. Il y a un gain de fonction de PI3K delta, où en fait, quand le PI3K delta est activé, notre mTOR s'active de façon constitutive. Puis à ce moment-là, on n'a plus de cellules folliculaires qui sont capables d'être produites chez les patients, sont habituellement beaucoup plus immunodéficients que les patients avec une insuffisance en CTLA4. Ici, c'est le modèle qu'on avait eu pour cette condition-là où quand on a quand on a le P3K delta qui est activé, mais en fait, on va avoir un mTOR qui est constitutivement actif. Puis quand le mTOR est constitutivement actif, et ça agit comme un checkpoint métabolique qui empêche ces cellules-là de progresser vers un stade folliculaire. Puis en physiologie, ça semble dépendre du métabolisme de l'adénosine qui est extracellulaire avec une cascade d'enzymes qui est le ABC B14. En fait, il y a un transporteur pour faire sortir notre ATP, qui après ça métabolisé en CD38, par le CD39 plutôt, puis CD73 en adénosine, recapturé, active la MPK, puis baisse notre mTOR. Quand cette voie-là ne fonctionne pas, ben, nos cellules arrêtent de maturer. Donc, on s'est dit, OK, est-ce que quelque chose d'analogue se passe chez nos cellules, dans nos patients avec une haploïnsuffisance en CTLA4? Donc, on a regardé chez les patients qui n'étaient pas traités ou qu'on traitait avec le CD40 ligand, qui était le facteur qu'on avait détecté comme étant beaucoup augmenté chez nos lymphocytes T. Puis en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que si on traite des lymphocytes B avec le CD40 ligand, bien, on active la voie de mTOR. Ici, c'est un proxy qu'on voit avec le phospho S6, en fait, qui est un proxy pour dire qu'on a une activation de mTOR. Puis, qu'est-ce qu'on voit dans le panel de droit? En fait, si on prend différentes cellules transitionnelles, puis on les met en culture, en fait, sans facteur de croissance, les cellules transitionnelles très, très immatures vont pas se différencier, puis vont pas acquérir le CD73. Par contre, si on a des cellules qui sont plus matures, mais ils vont être capables de spontanément se différencier en cellules folliculaires. Puis, qu'est-ce qui se passe si on met le CD40 ligand en soluble? En fait, c'est qu'on va être capable de bloquer la différenciation de ces cellules plus matures en cellules folliculaires. Donc ici, qu'est-ce qu'on semblait montrer? En fait, c'est que si nos cellules B vivent en présence d'un excès de CD40 ligand, bien, on va bloquer leur différenciation terminale. Puis probablement un des mécanismes qui sous-tend ça est analogue à ce qu'on avait observé dans le syndrome d'activation de PI3K, où on a une suractivation de mTOR, puis la suractivation de mTOR va bloquer l'activation de ces lymphocytes-là. Est-ce que c'est quelque chose qui était
euh, qu'on pouvait aller plus loin. En fait, parce que c'est beau trouver ça, c'est beau trouver des lymphocytes qui expriment le CD40 ligand, mais il faut qu'il y ait un contact cellule-cellule pour que ça fonctionne, cette interaction-là. Puis une chose qui est intéressante chez les humains, qu'on n'a pas chez la souris, qui est probablement ce qui explique la différence qu'on voit entre les humains et les souris, c'est dans l'organisation des organes lymphoïdes chez les humains, pour qu'un lymphocyte B se rende à la zone B, il doit passer à travers la zone T, dans laquelle on a plein de lymphocytes qui, dans la maladie d'aploïnsuffisance en CTLA4, vont exprimer le CD40 ligand. Donc, quand on prend les organes lymphoïdes, puis on regarde les interactions entre nos lymphocytes T, CD40 ligand positifs et nos lymphocytes B naïfs, qu'est-ce qu'on observe? C'est dans les patients avec CVID ou de l'aploïnsuffisance en CTLA4, on a beaucoup plus de lymphocytes B qui vont rencontrer au passage, de façon fortuite, des lymphocytes qui expriment le CD40 ligand. Puis notre hypothèse ici, c'est qu'il y a probablement une activation un peu, on dirait, promiscuous de cellules qui rencontrent leur CD40 ligand sans vraiment avoir une activation cognitive. Donc, mûr de ça, on s'est dit, OK, si le problème, c'est vraiment nos lymphocytes T, puis si on est capable de baisser l'activation de ces lymphocytes T-là en donnant l'abatacept, qui est un CTLA4 IG, donc on supplémente les patients en CTLA4, c'est pas donné de façon localisée dans les organes lymphoïdes, c'est vraiment overall, ça se répand dans le volume circulant. Est-ce qu'on est capable d'améliorer ces patients-là? On sait déjà qu'on est capable de donner ce médicament-là en arthrite rhumatoïde, puis ça améliore les scores inflammatoires, la douleur, puis la fonction des patients. Mais ici, on s'est posé la question, est-ce que ça va aussi changer leur profil immunitaire? Est-ce qu'on est capable de renverser les anomalies immunitaires qu'on observe? Ici, qu'est-ce que vous pouvez observer? C'est un contrôle, c'est un patient aplo-insuffisant en CTLA4 pré-traitement puis après traitement. Puis en fait, qu'est-ce qu'on observe après traitement? C'est qu'on a une augmentation des lymphocytes B folliculaires proportionnellement dans le sang. Donc, on semble être capable de passer outre le bloc qui était imposé par l'activation de nos lymphocytes T sur nos lymphocytes B. Puis ici, avec d'autres métriques, qu'est-ce qu'on observe? En fait, c'est qu'on a moins de lymphocytes B activés de façon euh, hâtive qu'on est capable de retrouver dans le sang périphérique. Puis on a moins de lymphocytes produisant des auto-anticorps qu'on est capable de retrouver également dans le sang. Pour le marqueur qui est dans le panneau du bas, le 9G4. En fait, qu'est-ce que c'est le 9G4? C'est un idiotype qui habituellement est sélectionné pour ne pas participer dans la réaction germinative. Et quand on a une grosse dérégulation pour une activation inappropriée de nos lymphocytes B, ils finissent par participer. C'est quelque chose qu'on observe dans le lupus, dans d'autres maladies rhumatismales, qu'on observe également ici, mais quand on traite, on est capable de baisser la participation de ces lymphocytes-là dans notre réaction immunitaire. On est retourné en single-cell RNA-seq, puis on s'est dit, est-ce qu'on a seulement gagné un marqueur ou est-ce qu'on rétablit l'identité des cellules qu'on a dans le sang? Puis en faisant le même procédé de single-cell RNA-seq, puis en regardant le transcriptomique de ces cellules-là, qu'est-ce qu'on voit si on compare le pré-abatacept au post-abatacept? Donc, dans le post-abatacept, une diminution de lymphocytes activés de façon inappropriée, qui sont en bleu ici. Les lymphocytes transitionnels se recontractent, on a plus de lymphocytes folliculaires qui sont présents dans notre sang périphérique. Donc, je conclurai ici en disant que nos études nous ont amené à conclure que probablement que l'arthrite rhumatoïde, en fait, c'est une mosaïque. Beaucoup de patients arrivent à nous avec des déformations, des douleurs. On a essayé de les traiter de plusieurs façons, mais en fait, peut-être qu'on n'a pas été traités de la bonne façon parce qu'on n'a pas compris c'était quoi la maladie qui était cachée derrière leur arthrite. Euh, En étudiant nos erreurs innées de l'immunité, en fait, ça nous fait des modèles monogéniques pour étudier ces arthrites inflammatoires-là, puis pour avoir une meilleure idée de comment ségréguer nos patients pour mieux les traiter, mieux les suivre, puis empêcher qu'ils déforment, qu'ils évoluent vers la douleur chronique. Puis, dans le cas très particulier de la insuffisance en CTLA4, en fait, les mécanismes qui sous-tendent le développement de l'arthrite puis le bloc dans la différenciation lymphocytaire B semblent dépendre d'une suractivation de notre compartiment de nos lymphocytes T qui exprime un CD40 ligand qui va activer de façon inappropriée, de façon hâtive nos lymphocytes B à bifurquer dans leur différenciation. C'est quelque chose qui semble être partiellement réversible par la supplémentation en CTLA4 soluble avec un médicament qui s'appelle l'abatacept. Donc, à ce stade-ci, je prendrai les questions s'il y en a.